Un levier d'accès au financement pour tous. Permettez-nous de vous présenter nos panélistes qui animeront ce débat aujourd'hui. Madame Frédérique Boyer, directrice associée à Expoil. Monsieur Dupont-Ebouy, directeur transformation et excellence opérationnelle chez BCI Congo. Monsieur Jean-Louis Traoré, associé chez Innogence Consulting. Monsieur Jean-Claude Grouès, cofondateur et PDG de Mojarite. Et notre modérateur, Monsieur Sonny Gandou, advisor to the Board of Administration Internet Society. Donc, nous vous remercions toutes et à tous d'avoir accepté de prendre part à ce débat, ainsi que l'audience qui nous suit en direct. Donc, vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions-réponses située en bas de la plateforme Zoom. Nos panélistes y répondront en direct dans les 30 dernières minutes du débat. Donc, je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, Khadija. Est-ce que je peux prendre la main? Pardon? Je peux prendre la main? Oui, je vais juste partager une vidéo Ça marche. rapidement et Ici dans cette salle, nous avons une même ambition, celle d'une banque africaine plus forte, plus équitable et plus inclusive. To One Africa, because this is really where the real players are. This is where all the decision makers throughout Africa, they come here to interact, to gain some ideas, and also to create business relationships. C'est une plateforme émulatrice qui permet en fait de réunir en fait tous les experts africains. Et cette webconférence sur une très belle thématique. La thématique, c'est l'easing et inclusion financière, un levier d'accès au financement pour tous. Alors, je tiens tout d'abord à vous saluer, vous remercier, vous souhaiter également la bienvenue à cette conférence
et surtout pour votre pragmatisme à vous connecter à l'heure et comprendre le besoin et explorer ensemble cette thématique beaucoup plus importante. Aujourd'hui, alors comme vous le savez tous, de nombreux entrepreneurs de petites et moyennes entreprises peinent actuellement à accéder au financement via les circuits bancaires classiques. Pourtant, comme vous le savez également, des alternatives existent et le leasing en est une innovante, inclusive et prometteuse. Alors, nous allons autour de ces tables rondes explorer ensemble comment cette technologie permet ou peut élargir l'inclusion financière en Afrique en nous appuyant, j'allais dire, sur des retours des terrains, des exemples concrets et des visions stratégiques. Alors, comme je le disais, cette rencontre est organisée par One Africa Forum avec le soutien de Xloan. C'est une fintech qui développe des solutions numériques de leasing pensées pour ce que le système financier a longtemps oublié. Alors, sans plus tarder, je m'en vais rapidement, bien que Khadija l'a fait, vous présenter quelques panélistes que j'aurai le privilège d'explorer ensemble avec eux cette thématique. J'ai tout d'abord Monsieur Abdel Salim Garba, il est le directeur général des Corporate Finance Consulting. Il est donc spécialiste des solutions de finances structurées pour le PME. Est-ce que Abdel m'écoute et il peut faire signe de vie? Abdel, est-ce que vous m'entendez? Abdel, est-ce que vous êtes en ligne? Alors, on va avancer très rapidement. Le deuxième intervenant, c'est Dupont Ebouli. Il est directeur transformation et excellence opérationnelle de BCI Congo. Donc, c'est un acteur clé de l'innovation bancaire sur les continents. Est-ce que Dupont m'écoute? Oui, je vous écoute très bien. Je vous dis à tous bonjour. Merci Vous Dupont m'entendez? Merci Dupont pour votre présence. Et je voulais juste que vous puissiez me confirmer que vous étiez bien là. Alors, à vos côtés, nous aurons Jean-Louis Traoré. Il est associé des Innogence Consulting. C'est donc un expert en stratégie et finance inclusif. Jean-Louis Traoré, est-ce que vous m'entendez également? Je vous entends très bien. Bonjour à tous et tout l'honneur est pour moi de pouvoir participer à ce panel et bonjour également à tous nos participants. Merci Jean-Louis et bienvenue encore une fois. Et donc, nous avons notre hôte, c'est-à-dire celle qui nous a conviés aux côtés de One Africa Forum, c'est Frédéric Boyer. Elle est directrice associée de Xloan, donc une fintech engagée dans la digitalisation de leasing pour le TPE. Est-ce que, Frédéric, vous m'entendez également? Je vous entends très bien. Bonjour également à tous et ravi de partager ce moment avec vous. Très bien, merci Frédéric. Et donc pour finir, nous avons Jean-Claude Guessé, il est donc le PDG des Mojahid, donc une plateforme numérique révolutionnaire de mobilité et de paiement. Est-ce que Jean-Claude est avec nous? Oui, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je joue ce panel pour partager un peu notre expérience sur le segment depuis quelques 4 ans maintenant. Merci Jean-Claude. Vous êtes donc, je rappelle, le PDG des Mojahid. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation de One Africa Forum et Xloan justement pour explorer ensemble ces thématiques. Et donc, merci aussi à tous nos auditeurs partout dans le monde qui sont connectés. Et n'hésitez pas à tout moment de poser des questions via la plateforme qui est indiquée sous votre plateforme. Et justement, après, nous allons, si possibilité il y a, vous donner la parole à 3 personnes, justement, pour poser vos questions. Alors, comme vous le savez, le leasing et inclusion financière, un levier d'accès au financement pour tous. C'est donc la thématique que nous allons explorer ensemble. Et pour bien l'explorer, nous avons bien souhaité que nous puissions tracer ces échanges autour des 3 axes proprement dit. Je citerai le leasing, inclusion financière, rôle de banque et fintech. Nous allons aborder ensemble ces 7 axes pour comprendre les rôles de banque et de fintech dans cette problématique d'inclusion financière au travers le leasing. Le deuxième axe abordera le modèle économique et les cadres réglementaires. Ça, c'est très important puisque chaque zone africaine dispose vraiment des réglementations à respecter. Donc, avec nos experts venus de différents pays, explorerons et donnerons l'idée générale de ce que nous pensons derrière cette problématique. Et pour finir, le troisième axe abordera bien évidemment l'accessibilité et digitalisation du leasing. Et donc, pour commencer, je vais, parce que nous le méritons, nous allons commencer avec vous, Madame Frédéric. Je vais d'abord
que je puisse savoir c'est quoi, peut-être en profondeur, vous allez bien m'expliquer, c'est quoi Xloan et qui êtes-vous concrètement? Bonne question, merci pour l'introduction. Effectivement, je pense que c'est important euh, qu'on vous explique qui nous sommes et les raisons en fait pour lesquelles nous avons souhaité organiser ce webinaire aux côtés de One Africa Forum. En quelques mots, Xloan, nous sommes un éditeur français qui existe depuis une vingtaine d'années. On est spécialisé dans les équipements pour gérer du crédit et du leasing. Donc, ça veut dire qu'on équipe soit des banques généralistes, soit des financeurs spécialisés. On a aujourd'hui 25 clients essentiellement basés en France et depuis l'année dernière, on a focusé notre activité et notre stratégie sur l'Afrique. Donc, on a un premier client qui est la BCC donc, en Côte d'Ivoire. Ce qui est important et ce qui va rejoindre le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi on place l'Afrique au cœur de notre stratégie. Il y a tout simplement une première raison qui est une raison générale de marché, en fait. Vous avez un taux de bancarisation pardon, qui s'est multiplié par 2 en 10 ans donc, et qui va continuer évidemment à progresser. Vous avez un deuxième mouvement qui pour un éditeur est intéressant, c'est que vous avez une reprise en main progressive des banques africaines sur leur périmètre bancaire, qui était jusqu'à présent maîtrisé pour partie par des banques européennes. Donc ça, c'est aussi un mouvement sur le marché général qui nous intéresse. Et puis, si on focus un petit peu plus sur le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le leasing et l'inclusion, bah, on voit bien que le leasing, c'est quand même une alternative très présente au financement classique. Les perspectives sont importantes, hein. C'est aujourd'hui un marché de 40 milliards et les experts disent qu'il va doubler d'ici 2030. C'est un moyen de modernisation des équipements dans les tissus économiques africains ou agricoles d'ailleurs, hein, qui permet justement de moderniser un certain nombre d'équipements sans trop mobiliser de capital. Et puis, c'est aussi un moyen de financement qui s'adresse de manière assez facile au tissu des petites entreprises, des PME qui représentent une part très, très importante du marché africain, pardon. Et c'est pour ça qu'en fait, ces modes de financement, adossés à un marché qui se transforme et qui est en pleine progression, font que une entreprise comme la nôtre, on fait partie d'un groupe de 4000 personnes, hein, s'intéresse à ce marché. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire ce focus aujourd'hui avec vous. J'espère que j'ai été complète sur la présentation et sur les motivations que nous avons à être aujourd'hui avec vous. Merci Frédéric pour toutes ces précisions. Merci également d'avoir présenté directement votre stratégie de développement qui s'oriente pour l'Afrique. Et donc, je reviendrai au cours de cet échange, autour de cette table ronde, justement pour explorer ensemble les différents axes qui sont prévus autour de ces thématiques et nous comprendrons le besoin derrière Xloan, justement pour voilà, apporter une forme d'inclusion financière dans notre secteur. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à d'autres panélistes. Je vais commencer avec Abdel, par exemple. Est-ce qu'il est déjà avec nous? Je ne sais pas. Ou carrément, je commence avec Jean-Louis Traoré. Je veux que tout le panéliste me dise ou pose un peu de base sur d'abord les concepts de leasing. Quelle est votre lecture que vous faites sur ces concepts de leasing? Qu'est-ce qu'est le leasing? À quoi ça sert? Justement pour ceux qui ne sont pas vraiment focus finance et qu'est-ce qu'ils comprendront sur le leasing. Jean-Louis Traoré, j'aimerais bien commencer avec vous. Pas de souci. Merci pour la question. Et je pense que effectivement, c'est toujours bien de poser des bases pour qu'on soit tous sûrs de bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Je vais essayer de ne pas non plus employer de termes techniques pour que si jamais dans le public, il y a des personnes qui sont pas forcément habituées avec la problématique, qu'ils puissent le comprendre. Donc, si je peux résumer et organiser la définition, je dirais que le leasing, on a deux types de leasing.
ce qu'on appelle le leasing financier et ensuite ce qu'on appelle le leasing opérationnel. Le leasing financier, on le connaît la plupart du temps, notamment sur les marchés occidentaux, comme la LOA, la location avec une option d'achat. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, le locataire va utiliser le bien en échange de loyer qu'il va régler d'une façon régulière. Et puis, à la fin de cette période-là de location, il aura l'opportunité de pouvoir acquérir le bien qui deviendra sa propriété, sa possession. Ensuite, on a un deuxième type de leasing qui est le leasing opérationnel, comme je disais, qui est plus connu sous le terme de LLD, donc location longue durée. Dans ce cadre-là, le locataire ne sera jamais propriétaire du bien. Le bien va rester la propriété du bailleur qui va assurer la gestion. L'avantage de la LLD notamment, c'est qu'il y a tout un pan de services, notamment des services d'entretien qui sont inclus. Et puis, on voit de plus en plus apparaître ce que j'appelle aujourd'hui sur le marché africain le micro-leasing. Ce micro-leasing-là rentre soit dans une des catégories LLD, soit dans la LOA, mais on est sur des périodes plus courtes et c'est ce leasing qu'on va voir notamment sur d'autres secteurs d'activité dont je vais très probablement faire mention un peu plus tard et donc qui va permettre aux personnes dans une période très courte, hein, entre 6 mois et 1 an, de pouvoir devenir propriétaire ou en tout cas exploiter le bien. Et je vais laisser la parole à d'autres personnes, mais d'une façon générale, on peut définir comme ça le leasing. Bien sûr, il y a des problématiques liées à la durée de la location ou la durée du crédit. Il y a des thématiques, bien sûr, liées au montant, avec des options d'achat, avec des services inclus, comme je le disais. Mais d'une façon générale, pour simplifier un peu la chose, c'est un peu comme ça qu'on peut définir le leasing pour que tout le monde puisse être à même de pouvoir comprendre, et je laisse la parole bien sûr à d'autres personnes pour éventuellement compléter ce que je viens de dire. Merci pour toutes ces précisions, Jean-Louis Traoré. À vos côtés, donc, je disais, on a également Dupont et Boului, et comme je rappelle qu'il est directeur transformation et excellence opérationnelle chez BCI Congo. Dupont, dites-moi également votre lecture ou votre point de vue sur ces concepts de leasing. Qu'est-ce que vous entendez sur ces concepts? Alors, oui, je vous remercie, cher Sonny, pour la parole et rebonjour à tous. Alors, je vais compléter ce qu'a dit Jean-Louis. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est plutôt VUCA, avec une concurrence de plus en plus rude de la part des entreprises, surtout des entreprises de type PME, TPE, avec des consommateurs qui ont des exigences de plus en plus variées et des réglementations qui évoluent, ce qui entraîne là des PE à devoir s'adapter, ou sinon alors c'est la mort. Donc aujourd'hui, la principale préoccupation pour toute entreprise, c'est la pérennité. Donc cette pérennité repose fortement sur la capacité de l'entreprise à mobiliser des ressources afin de financer ses besoins. Donc, parmi les besoins, et on va rester sur le sujet dans lequel on est, parmi ces besoins, il y a les besoins financiers qui sont principalement au nombre de 2. Jean-Louis les a brossés. Je vais les remettre également dans un contexte. Donc, les 2 besoins financiers qu'une entreprise, qu'une TPE, une PME a au quotidien, ce sont des besoins liés à l'exploitation. Donc, c'est là donc qu'on peut retrouver des LLD, notamment le fonctionnement courant, ou alors pour utiliser un terme technique, mais on va pas trop en donner. C'est la partie financement de ces OPEX, notamment les charges d'exploitation, les charges du personnel, les achats de matières premières, les frais généraux et tutti quanti. Il y a une deuxième partie, et c'est là où c'est intéressant. La deuxième partie, ce sont les besoins liés en matière d'investissement, en matière de CAPEX, pour que la TPE, PME puisse se développer. Ce sont des investissements pour les outils de production, les machines qu'elle a besoin pour pouvoir toujours être au top afin de faire face à cette concurrence-là et être plus productive. Donc, pour faire face à ces besoins, l'entreprise aujourd'hui, traditionnellement, on va dire, ou conventionnellement, les entreprises TPE, PME disposent des leviers de type financement sur forme d'autofinancement. Ce sont des recours aux actionnaires ou aux ressources auto-générées par elles-mêmes. Soit ce sont des subventions ou des aides, ou alors, et plus massivement,
on a tendance à se dire que c'est par l'endettement et notamment le prêt bancaire. Donc le prêt bancaire qui est couramment le plus utilisé. Donc beaucoup de TPE éprouvent des difficultés à mobiliser le financement via l'endettement bancaire. C'est là la problématique de notre thème. Pourquoi est-ce qu'elles éprouvent ces difficultés-là? Eh ben, c'est parce que les crédits bancaires obéissent à des règles particulières dictées par les régulateurs. Dans la zone CEMAC-COVAC, la Commission bancaire d'Afrique centrale, il y en a une autre dans la zone Afrique de l'Ouest. Au Maroc, par exemple, c'est la banque allemande. En France, c'est la CPR. Ces régulateurs-là imposent des exigences particulières aux banques lorsqu'il s'agit d'accorder du crédit dans le but de maîtriser des clients. Par exemple, l'obligation de présenter des garanties. C'est là le gros problème. C'est pourquoi on a besoin du leasing pour l'inclusion financière. Parce que les banques vont exiger des conditionnalités en ce qui concerne le financement des investissements. Et parmi ces conditionnalités, il y a les garanties réelles. Or, les garanties réelles, notamment les titres fonciers, les terrains, les bâtiments, les immeubles, la TPE et la PME ne les a pas. Mieux, parfois les banques vont bien apprécier les garanties de type liquide, de type cash collatéral. Et souvent, les PME, les TPE sont en incapacité de les apporter. De fait, donc, ces PME sont, pour ainsi dire, exclus du financement traditionnel de la banque puisqu'ils ne sont pas capables d'apporter les garanties de type hypothécaire ou alors du cash collatéral. Et donc, c'est afin d'inclure ces TPE et pro et même PME dans l'économie, dans la financiarisation de l'économie, que les banques ont développé de plus en plus des produits de financement dits alternatifs, notamment le leasing. Donc, comme a dit Jean-Louis, il y a plusieurs types de leasing. J'ai bien envie d'insister sur le fait que le leasing pratiqué dans les pays d'Afrique centrale, notamment au Congo, ce sont davantage des leasing type LOA, donc financement de l'investissement, parce que ça permet d'éviter à la TPE d'avoir à apporter des garanties. Donc pour conclure sur cette question-là, le leasing, je pense, n'est pas un luxe financier, et c'est un vrai levier d'accès Pour l'inclusion à financière, bien évidemment. productif. Exactement, l'inclusion financière. Merci beaucoup Dupont pour tout ce détail. Vous avez non seulement expliqué les concepts, et vous avez même présenté certaines alternatives pour lesquelles je vais dire, cette technologie apporte vraiment une solution à l'inclusion financière. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Jean-Claude Guesset. Je rappelle qu'il est le PDG du groupe Mojahid. Alors, Jean-Claude, je vais toujours avec la même question, puisque je l'avais bien prévu pour tout le monde, qu'il puisse un peu me mettre dans le bain de la thématique. Quel est votre avis brièvement sur ces concepts leasing? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que les autres viennent de dire, j'allais dire. Merci Sonny. J'ai écouté avec beaucoup d'attention Dupont et Jean-Louis. Nous, depuis 4 ans, nous sommes, disons, de façon très impliqués du moins du point de vue de ce qui est de la mobilité en Côte d'Ivoire. Et j'ai envie de dire que je souhaite que Dupont vienne en Côte d'Ivoire s'installer. Peut-être que ça va faciliter un nombre de choses. Parce que dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Euh, je ne voulais pas me faire l'avocat de tous les transporteurs et professionnels de transport, mais d'un point de vue théorique, tout ce que nous avons dit fonctionne très bien. Il se trouve juste que, même pour une LLD, les conditions sont les mêmes. Les banques LOA, LD, en tout cas de mon expérience, et je parle du haut de 4 ans d'expérience, où nous avons eu à traiter, enfin, pour ne citer personne, où on a eu presque toutes les banques de Côte d'Ivoire à qui on essaie de parler. La réalité est que
le produit qui, à mon sens, ferait sens en Côte d'Ivoire, pour la plupart des PME, serait une LLD. Et potentiellement avec une combinaison, avec une modification pour avoir une option d'achat. L'accès même au LLD, je crois que Dupont avait dit que la LLD, ce qui fait la différence entre une LLD et une LOA, c'est que la due diligence que la banque va demander va être plus approfondie sur l'un des produits. La réalité est la même. Faut dire que la majorité des PME, en tout cas pour ceux qui sont du secteur du transport, sont informels. Donc, du coup, euh, même les conditions les plus minimales ne pourront pas être satisfaites par ces acteurs-là. Donc, ceux qui ont la capacité d'aller vers les institutions financières et demander un leasing, qui pour moi est un produit fantastique, parce que bon, ça peut permettre d'un côté, on a des gens qui étaient exclus du circuit financier, qui, du fait de ce produit, vont devoir ouvrir un compte bancaire. Plein de choses se passent derrière, de ce point de vue. Mais pour répondre à ta question, je pense que le produit, il faut l'adapter. Et je pense que nos amis de Exxon vont peut-être aider avec ça. Et que déjà qu'il y a, il y a une banque en Côte d'Ivoire, j'attends de voir l'expérience sur cette banque-là. Mais je pense il y a toute une chaîne de valeur qu'il faut digitaliser pour faciliter, pour rendre ce produit-là effectif dans notre milieu. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je pense que dans le déroulé, il y a des expériences spécifiques que je pourrais partager avec vous pour dire comment est-ce qu'on peut rendre ça réel sur nos marchés. Très bien, merci. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude. Alors, Madame Frédéric, je reviens à vous. Alors, il faut évoquer cet aspect. Comment votre FinTech, X1, je dois bien l'affirmer, adapte-t-elle ses solutions de leasing aux réalités des entrepreneurs exclus du système classique? Dites-nous un peu quel est votre point de vue sur vos solutions ou comment vous vous adaptez à des solutions de leasing vraiment orientées vers ces entrepreneurs qui sont très souvent exclus du système classique. Madame Frédéric, est-ce que vous m'entendez? Madame Frédéric, avec mon micro ouvert, ce sera plus pratique. Ah, voilà, vous pouvez l'ouvrir. Et donc, vous avez bien compris ma question. Oui. La réponse, elle est double. Elle est bien sûr chez l'éditeur pour sa capacité à fournir une solution adaptée. Mais Jean-Claude l'a dit, il faut que ça passe par des critères d'attribution qui soient adaptés à ce marché. Et ça, nous, en tant qu'éditeurs, ces critères-là ne sont pas à notre main. Nous, on est là pour fournir des outils qui favorisent cette inclusion. Le premier des éléments pour accéder et favoriser cette inclusion, c'est d'avoir une solution qui permet d'avoir des canaux digitaux. C'est-à-dire, avant de savoir le quoi, il faut déjà mettre en place le comment. Donc, un produit comme Xloan dispose évidemment de ses propres canaux digitaux qui sont mis à disposition de la banque. Donc, soit elles utilisent nos canaux de distribution qui sont pour les utilisateurs finaux, mais qui peuvent être aussi pour les point of sale, en fait, pour les points de vente, les prescripteurs, qui sont en marque blanche. Mais on a aussi la capacité, au travers de nos solutions, de se connecter avec les canaux existants de la banque. Aujourd'hui, évidemment, certaines banques ont déjà leurs canaux. Donc nous, voilà. Première étape, c'est d'avoir justement cette capacité à adresser le canal digital. Donc, on a un outil qui fait partie de la gamme, qui s'appelle Xloan Connect, qui permet justement aux banques d'accéder en mode digital à leurs clients finaux, bancarisés ou pas bancarisés. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut ensuite, c'est qu'on mette à disposition de la banque des financeurs, plus exactement, que ce soit une banque ou des financeurs spécialisés,
des moteurs de score qui soient adaptables. Ça rejoint là aussi ce que dit Jean-Claude. Si l'accession est trop limitée, trop rigide, bah, on aura beau avoir des canaux, on aura beau avoir tout ce qu'il faut, bon, bah, ça ne fonctionnera pas. Par contre, nous, en tant que solution, ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable d'intégrer une typologie de modèles de score qui soit vraiment adaptés à chaque marché. Et ça, c'est vraiment important. Il faut que ces moteurs de score soient paramétrables, qu'ils soient souples, qu'ils soient adaptables et qui permettent à la banque d'adapter tout type de critères. Il y a un troisième point, c'est pendant la durée de vie de la LLD ou de la LOA, eh ben, d'être capable là aussi d'avoir des outils qui permettent de la souplesse dans la gestion. Ça peut être, je ne sais pas moi, des leasings saisonniers, par exemple. Il y a des activités qui sont, pour un agriculteur, par exemple, qui sont extrêmement saisonnières. Donc, il faut que l'outil soit capable de réguler, en fait, ses loyers dans la durée. Ça, c'est un premier sujet. Autre sujet, en cas de difficulté, c'est-à-dire que l'outil doit être capable, dans ses processus, de permettre aux conseillers clients d'adapter encore une fois la mensualité, les loyers. C'est important de ne pas mettre le bénéficiaire dans une situation compliquée et plutôt d'aller chercher une solution qui lui permette de régler une éventuelle difficulté dans le temps. Donc, ma réponse, elle est double. C'est un outil qui doit être capable d'amener ces canaux digitaux, cette souplesse, mais c'est aussi des processus internes à la banque qui doivent être adaptés à ce marché. Très bien. Merci, Frédéric. Dupont et Blue, je reviens vers vous puisque vous êtes vraiment une banque commerciale. J'aimerais savoir comment le banque commerciale peut-elle adapter ou intégrer, j'allais dire, le leasing de façon stratégique tout en gardant une logique d'inclusion financière. Donnez-moi un peu plus de détails sur cette problématique. Dupont, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Dupont et Bleu, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'il doit avoir des petits soucis de connexion. Oui, c'est vrai, ça arrive à tout moment. Alors, sans plus tarder, Jean-Louis, je vais vous prendre directement. Faites-moi un peu une articulation que vous pouvez recommander entre le FinTech, le banque, les États pour faire justement du leasing, un pilier structurant de l'accès au financement pour les TPE ainsi que le PME. OK, effectivement. Donc, je pense que c'est très important de voir, de voir cette problématique, cette thématique sous une chaîne de valeur. Il y a une chaîne de valeur et il y a différents types d'acteurs finalement qui auront des rôles différents et des rôles tout aussi importants les uns que les autres. Comme le disait Frédéric et comme le disait Jean-Claude, c'est très important de les voir. Donc, vous citez trois types d'acteurs. L'État, et je dirais d'un point de vue plus général, le régulateur. Il a un rôle effectivement très important pour poser un cadre réglementaire pour faciliter l'accès justement à ce leasing et déployer un certain nombre de dispositifs, notamment pour que ce soit avantageux pour les personnes qui acquièrent ces outils-là en termes de TVA, etc. Il y a le régulateur, mais effectivement, il y a l'établissement financier. C'est vrai que depuis le début de la discussion, on parle des banques. Mais au-delà des banques, en fait, finalement, vous avez parlé des fintech. Il est très important, en fait, de comprendre le rôle de l'établissement financier. Frédéric disait, on est dans un écosystème, je ne vais pas le répéter, vous connaissez la rhétorique et le narratif. On est dans un écosystème qui, certes, en termes de bancarisation, a très évolué depuis les 10 dernières années. Mais on reste quand même, si je prends les définitions, notamment de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCAO, elle segmente la bancarisation en trois types de bancarisation. Ce qu'elle appelle la bancarisation stricte, la bancarisation élargie et le taux global d'inclusion financière. Le taux global d'inclusion financière, en gros, c'est quand on prend finalement tous les moyens par lesquels un client africain aujourd'hui sera bancarisé, en incluant bien entendu le fameux et célébrissime mobile money. Mais si je reste sur la question de la bancarisation stricte, on reste aujourd'hui encore sur des marchés faiblement bancarisés.
On a fait énormément de progression depuis les dernières années, mais si on reste juste sur la détention d'un compte bancaire traditionnel, on est encore faiblement équipé en compte bancaire. Donc, vous comprenez que le rôle de la banque, il est essentiel, il est primordial. Je vais vous donner d'ailleurs, je pense, dans le courant de la discussion, différents modèles et différents exemples aujourd'hui de leasing qui existent déjà déployés par des banques traditionnelles. Mais comme je disais, dans la chaîne de valeur, finalement, à elles seules, elles ne pourront pas répondre à toute la problématique du marché, tout simplement parce que le marché n'est pas globalement et entièrement équipé de comptes bancaires. Et donc, c'est là que les autres acteurs qui ont un rôle financier vont avoir une position très importante. Et les autres acteurs, je parle des fintech parce que vous les avez mentionnés, mais d'une façon générale, hein, on peut inclure tous les acteurs qui sont opérateurs télécoms et EME, donc établissements émetteurs de monnaie électronique, parce qu'eux aussi, ils ont un rôle très essentiel parce qu'ils participent en fait à la détention et à l'inclusion financière de la population. Je disais, chacun d'entre eux joue un rôle particulier. Les fintechs notamment, certaines d'entre elles, Xloan en fait partie, mais vous avez énormément d'acteurs sur le marché africain qui seront spécialisés dans le scoring. Je vais peut-être laisser un peu plus tard dans la discussion pour donner un peu plus de détails, mais il y a des acteurs sur la chaîne de valeur qui auront pour rôle de développer des modèles, notamment pour permettre à l'établissement financier, à l'établissement prêteur, de pouvoir être en mesure, en fait, finalement, de définir un score de crédit pour son client. Ce score de crédit, sans quoi on ne peut pas prêter, évidemment, c'est normal. La banque ne va pas prêter à un client dont elle n'est pas sûre qu'il va assurer le remboursement. Donc, il est important de pouvoir scorer les clients et ensuite, on parlera des différents modèles de scoring qui peuvent exister. Je disais d'ailleurs qu'ils sont différents à la fois pour un établissement bancaire traditionnel qui va utiliser des moyens de scoring qu'on appelle les moyens tout simplement classiques et traditionnels. Il existe également des moyens non traditionnels que Xloan utilise et que d'autres acteurs vont utiliser notamment pour pouvoir mieux les adapter, mieux adapter le scoring aux différents profils de clients qu'il peut avoir. On le dit très souvent, mais quand on parle de TPE, PME sur le marché africain, c'est déjà l'essentiel du tissu économique du marché africain. Mais aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont essayer d'obtenir un crédit individuel alors que c'est pour des fins professionnelles. Donc, il faut qu'on ait des modèles et des produits qui sont adaptés à toutes les couches de la population. Ensuite, bien entendu, il y aura celui par qui le canal va se faire. Il y a l'établissement qui finance, il y a l'établissement qui disburse, donc qui pousse le financement sur le wallet, sur le compte du client et également qui participe également à la collecte. Quand on parle de paiement de loyer, l'acteur qui va être capable de pouvoir collecter le loyer mensuellement, etc. Donc, tous ces acteurs-là font partie d'une chaîne de valeur. Je ne veux pas trop m'étendre. Je pense qu'on pourra rentrer dans les détails un peu plus longtemps, mais tous ces acteurs-là font partie d'une chaîne de valeur. Il ne faut pas les voir finalement comme des concurrents, mais comme des partenaires. Je ne peux pas aller, moi, établissement bancaire, je ne peux pas aller sans un acteur qui va me permettre de pouvoir digitaliser, pouvoir avoir des modèles de scoring un peu plus développés, parce que sans eux, je ne pourrais pas identifier les clients à qui je peux prêter et le montant le montant que je te peux prêter ou le type de produit que je peux prêter. Également, sans le canal de collecte, de remboursement régulier, je ne pourrais pas être capable de prêter, etc., etc. Donc, il faut le voir comme une chaîne de valeur où chaque acteur est interdépendant de l'autre. Et il existe déjà, je vais en parler dans quelques instants, Jean-Claude l'a mentionné, dans le secteur du transport, mais d'une façon générale. Il y a des acteurs aujourd'hui sur le marché africain qui font déjà du leasing, que ce soit en partenariat avec des banques ou dans des modèles complètement dédiés à une population qui n'est pas du tout bancarisée, des modèles qui fonctionnent et qui ont permis d'équiper énormément d'entrepreneurs, d'entreprises aujourd'hui sur l'ensemble du marché africain et qui sont des modèles dont on va parler aujourd'hui, dont on doit parler parce que ce sont des modèles à succès, ce sont des modèles qui prouvent à quel point est-ce que le leasing est un domaine très porteur sur le marché africain. Je vais laisser la parole peut-être à d'autres personnes pour ne pas la garder parce que j'ai plein d'autres choses à dire. Mais je pense que Dupont, notamment, Monsieur Dupont, à qui la question précédente avait été posée, a levé la main, donc je vais éventuellement lui passer la main. Oui, je ne sais pas si là on m'entend mieux parce que j'ai eu quelques soucis de connexion. Ça va mieux? Oui. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, je vais plutôt parler du contexte congolais, parce qu'au Congo, les PME, c'est 90% du tissu économique et environ 60% des emplois. Donc, le leasing, finalement,
devient un enjeu stratégique, car intégrer le leasing de façon stratégique, c'est d'abord, comme l'a dit Jean-Louis, changer d'approche client. Il faut sortir donc du schéma pour nous les banques du crédit traditionnel et entrer dans une logique de financement d'usage. Pour quel usage est-ce que ce financement-là est sollicité, surtout centré sur les besoins réels de l'emprunteur. Donc, pour cela, la banque les banques identifient les secteurs porteurs, mais peu servis, notamment l'agriculture, notamment, comme l'a dit le DG Jean-Claude, il y a toute la partie transport, mais on peut aussi voir les chaînes de valeur de type artisanal. La deuxième chose, c'est la montée des partenariats avec des fournisseurs comme notre sponsor. Alors, le nom, c'est Xloan. Xloan, oui. Pour sécuriser toute la chaîne et faciliter cette approche-là. Et pour les banques, c'est aussi d'offrir des produits qui ont des loyers souples. En faisant cela, ça baisse les loyers, qui doit être alors adapté, surtout adapté au cycle d'activité pour sortir de la partie demande des documents formels, puisque la plupart des entreprises de TPE sont dans l'informel. Par exemple, aller vers des loyers différés pendant les saisons sèches, par exemple, pour tenir compte de la fluctuation ou de la saisonnalité. Et donc, c'est aussi en intégrant les fintechs dans le processus, notamment pour les scoring alternatifs, les signatures numériques et aussi le paiement mobile money, la monnaie numérique, qui permet globalement pour la banque d'intégrer ce tissu économique qui quelque peu semble être écarté. Donc, à ce niveau, la banque élargit sa clientèle, diversifie ses revenus et répond à une mission sociale, celle d'inclusion, tout en maîtrisant son risque, puisque puisque le bien finalement reste à sa propriété jusqu'à la fin du contrat, puisque initialement dans le crédit traditionnel, le bien est la propriété du client qu'il met en hypothèque, et cette hypothèque n'est mise en œuvre que quand il y a défaut. Avec le leasing, le bien reste la propriété de la banque, ce qui le protège juridiquement et permet plus facilement d'accompagner les besoins réels du client. C'est en cela que les banques. Alors, on a un peu du mal à vous écouter, Monsieur Dupont. Nous n'allons pas tarder. Alors, je vais rapidement donner la parole à Jean-Claude. Et merci d'avoir évoqué cet aspect juridique que nous allons aborder au deuxième axe de notre discussion. Mais bien avant, j'aimerais quand même comprendre pour le volet partie, je vais dire avec plus particulièrement Jean-Claude Gosset, la partie mobilité. Qu'en pensez-vous d'abord? Est-ce que le leasing peut jouer un rôle transformateur dans l'écosystème urbain comme la mobilité? Et quel est le lien que vous pouvez faire avec l'inclusion? Monsieur Jean-Claude. Merci encore, Sonny. Je suis agréablement surpris d'écouter Jean-Louis qui a abordé plusieurs aspects importants de ce sujet et, OK. et du point également du banquier. Alors, le leasing est euh, la seule option viable pour l'écosystème du transport. Voilà. OK. Vous avez des villes où vous avez un parc auto vieillissant, une population qui croît, donc une demande de transport qui augmente de façon exponentielle d'année en année. Et les acteurs n'ont pas d'autre option que d'aller vers un leasing pour maintenir un parc automobile assez décent. Donc, de ce point de vue-là, le leasing est absolument la seule option. Maintenant, la question ensuite, c'est, OK, comment on implémente ce leasing-là? Vous avez aujourd'hui des modèles qui se développent
en dehors du circuit bancaire et qui semblent, en tout cas, qui semblent avoir plus de succès. En Côte d'Ivoire, vous avez de grosses fintechs qui sont arrivés et qui ont misé sur des partenariats avec des banques. Et les lourdeurs du système bancaire, peut-être liées à des questions de régulation, font que ces produits-là décollent difficilement. Donc, l'alternative qui existe, que nous-mêmes avons commencé à exploiter, c'est que nous, en tant que, on va dire, partenaire, on va aller chercher un crédit chez un partenaire non bancaire, un financier non bancaire, parce qu'il faut dire que le leasing, en tout cas dans l'espace UEMOA, pas sous réserve du banquier et puis des gens qui sont là, il n'y a que certaines institutions qui sont habilitées à faire du crédit. Donc moi, aujourd'hui, mon Jawad ne peut pas aller faire du crédit à quelqu'un, même si j'ai l'argent. Donc, ce qui se passe en réalité, c'est que nous, on va aller prendre un crédit auprès de chez M. Dupont, et nous, on va acheter des véhicules qu'on va mettre en location longue durée. Voici ce qui se passe. Et dans ce circuit, dans cette façon de faire, nous, on va être obligé de digitaliser tout le circuit. Donc, depuis la collecte des fonds jusqu'à la remontée des fonds, l'historique des comptes. Il faut que tout ça, on va devoir digitaliser toute cette procédure pour qu'à terme, on puisse fournir aux partenaires bancaires des informations fiables pour faire un scoring propre qui permettra à la banque de pouvoir faire son travail. Donc, pouvoir faire crédit ou mettre en place des leasing pour ces acteurs-là. Mais à date, en tout cas de mon expérience, peu de banques en Côte d'Ivoire, et ça, Frédéric, c'est en tout cas, peu de banques sont outillées pour faire, par exemple, crédit à un chauffeur de taxi. Les microfinances qui s'y essaient le font également avec beaucoup de difficultés, d'où l'intérêt des acteurs comme nous. Donc, à la question de savoir si le leasing peut Faciliter la accélérer, mobilité. voilà, je pense que par défaut, le leasing va donner un coup de pouce à l'inclusion financière des acteurs qui traditionnellement ont opéré en dehors du circuit bancaire. Maintenant, si on veut élargir un peu la Faire définition une de liaison l'inclusion entre les financière, deux parties, bien sûr. voilà. Donc, ça veut dire que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce que tout le monde a un compte Mobile Money, donc on n'est plus vraiment limité au compte bancaire, mais comme c'est la banque qui finance, on utilise donc ce circuit comme le circuit intermédiaire pour ramener ses clients vers les banques. Et le cadre réglementaire, s'il le permet, je pense que le couple inclusion financière, mobilité et leasing peut faire chemin et ça peut apporter beaucoup de bien à l'écosystème. Et parce que vous avez évoqué les cadres réglementaires, je vais rester avec vous, Monsieur Jean-Claude. Est-ce que vraiment les cadres réglementaires et les modèles économiques actuels sont-ils adaptés, bien évidemment, pour soutenir un marché du leasing inclusif et durable? Alors, je parle sous Réserve. de part de mon expérience personnelle. Je pense Ok. que le cadre, il est un peu trop rigide en l'espèce. Du coup, des solutions alternatives se développent. On ne dit pas qu'on essaie de contourner la loi, hein, mais je dis qu'aujourd'hui, nous, par exemple, on va aller emprunter à la banque, on va acheter des véhicules et on va mettre ces véhicules-là en location longue durée avec des chauffeurs de taxi. Ok. Ce qui toute cette gymnastique aurait pu être assurée directement par. Bon, je dis, on aurait pu le faire directement nous-mêmes, mais nous ne sommes pas habilités à faire du crédit. Et il n'y a que les établissements financiers qui peuvent faire un crédit auto, par exemple. Donc, je pense que le cadre réglementaire, il est un peu trop rigide, mais je comprends également les soucis du régulateur, pourquoi ils le font. Mais je pense qu'il faut que le régulateur, que les banques, par exemple, retournent vers les régulateurs pour dire, ben, écoutez, il y a tel segment du marché qu'on peut ajuster, qu'on peut adresser d'une autre façon. Il faut peut-être créer une certaine souplesse. À défaut, vous avez des acteurs comme Move au Nigeria qui, ben, écoute, nous, on laisse les banques, on va aller emprunter des milliards de dollars où on peut, on achète des véhicules et on les déploie. Et le succès de Move aujourd'hui est l'évidence il y a que le cadre réglementaire est en train de lier un peu trop les banques pour pouvoir aller sur ce segment. Donc, de mon point de vue, le cadre réglementaire, il faut le revoir et peut-être que les banques sont mieux placées pour aller vers le régulateur.
La même question pour vous, Jean-Louis, brièvement, dans 3 minutes. Dites-moi, est-ce que vraiment les cadres réglementaires et les modèles économiques actuels sont vraiment adaptés pour soutenir un marché du leasing inclusif et durable? Bon, ça dépend de la position qu'on a. De point de vue du régulateur, il assure quand même comme on disait, il garantit la sécurité des différents acteurs de l'écosystème. Donc, lui, il vous dira qu'il est obligé de mettre un cadre rigide pour s'assurer, pour éviter tous les débordements. Mais vous savez, enfin, d'une façon générale, hein, par exemple, en zone UEMOA, la réglementation stipule que seules les personnes morales qui sont agréées en tant qu'établissement de crédit ou des établissements financiers à caractère bancaire peuvent exercer d'une façon générale, à titre habituel, des opérations de crédit et notamment le leasing. Mais j'ai envie de dire, pour répondre un peu à Jean-Claude et juste pour faire un petit focus, au final, malgré la rigidité de la réglementation, Jean-Claude, tu observes même excuse-moi de te tutoyer, hein, mais ce qui est intéressant finalement, c'est que le marché africain, d'une façon générale, de par son innovation, n'a jamais attendu finalement que le régulateur se mette en ordre de bataille pour innover. Dans le secteur de Jean-Claude, qui est le secteur du transport, par exemple, la rigidité réglementaire, elle est contournée par le fait que finalement, on aura des acteurs. Moi, Jean-Louis, je fais du leasing. Je fais du leasing en acquérant 5 véhicules en mettant des chauffeurs, en faisant une location avec option d'achat au chauffeur qui va conduire pour moi. Ce sont les véhicules que moi j'ai acquis. Ce sont les chauffeurs qui conduisent. À la fin de chaque journée, à la fin de chaque mois, ils me donnent de l'argent et à la fin d'une période qu'on a conclue avec le chauffeur, finalement, le véhicule deviendra à lui. Donc finalement, je dirais, c'est ça la beauté finalement du marché africain, malgré le fait que si on veut développer ce genre d'activité à grande échelle, on a forcément besoin d'un coup de pouce. Et évidemment, que ce soit l'établissement de crédit, que ce soit l'État, le régulateur d'une façon générale, les banques centrales. Mais ce que je trouve très intéressant finalement, et on va en parler dans quelques instants, hein, c'est tout le côté alternatif malgré la rigidité de la réglementation. Jean-Claude a parlé des acteurs, notamment comme Move au Nigeria, qui n'est pas Move, l'opérateur télécom, mais qui est un acteur dans le VTC qui va mettre à disposition du leasing en partenariat, notamment avec des acteurs comme CFAO pour permettre aux chauffeurs Uber, notamment, de pouvoir acquérir des véhicules. C'est très présent d'ailleurs dans le secteur des VTC, donc des véhicules de transport avec chauffeur. Et donc voilà, donc juste de façon très, très succincte pour ne pas accaparer la parole, parce que je sais que le temps file, on a beaucoup de choses encore à se dire. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, très cher Jean-Louis. Est-ce que Dupont, tout va bien chez vous avec les micros cette fois-ci? Alors, j'ai peut-être quelques soucis de connexion depuis ce matin. Est-ce que là, vous arrivez à m'entendre? Oui, nous vous écoutons très bien. Alors, ma question, elle est ouverte à tous. Est-ce que les cadres légaux pour le cas, par exemple, de l'Afrique centrale, vous êtes au Congo, est-ce que les cadres légaux et les modèles économiques sont vraiment adaptés pour soutenir un marché de leasing inclusif et durable? Alors, oui, nous avons des avancées en Afrique Brièvement, même dans trois centrale. minutes, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. Au Congo, par exemple, c'est la loi 55 de décembre 2021 qui a encadré le crédit bail en toute clarté. Il faut reconnaître que le marché reste embryonnaire. Pas beaucoup de banques sont allées sur le leasing. Au Congo, par exemple, c'est 2 banques sur à peu près dizaines qui proposent réellement cela. Et le marché n'est pas forcément développé parce que aussi, quelque part, il y a un autre risque, c'est le risque de revente. Une fois que le bien acquis par la banque pour le leasing arrive à la fin, s'il n'y a pas option d'achat par le locataire, donc celui qui sollicite le crédit bail, et ben, la banque se retrouve avec des difficultés à revendre cela au marché secondaire. Ce marché secondaire n'est pas tout à fait structuré. Et donc, c'est un vrai frein au développement du leasing. Le deuxième point, c'est que au niveau sous-régional, on n'a pas une réglementation harmonisée. Le Cameroun a sa réglementation, le Congo en a fait très récemment, d'autres pays aussi en fait. Enfin, nous avons quelques mesures
Par contre, incitative fiscalement, dans la loi de finances 2024, le Congo a mis quelques actions incitatives, notamment en matière de TVA, pour faciliter l'amortissement par les bailleurs et encourager des garanties partielles, notamment publiques. Cela permet de donner un petit peu du go ou du trend à ce produit qui, bien qu'efficace en termes de financement alternatif, peine encore à se faire connaître et à trouver son marché. Merci Dupont pour cette précision, plus particulièrement pour voilà, la réglementation, disons, les cadres légaux et le modèle économique, plus particulièrement pour le cas de l'Afrique centrale. J'évoque maintenant les troisièmes axes les plus importants, puisque je cours vraiment derrière les temps. C'est vraiment les derniers axes que nous allons vraiment discuter. Et c'est le plus important, le dernier, mais pas le moindre, l'axe sur l'accessibilité et la digitalisation de l'usine. Alors, je vais commencer avec vous, Frédéric. Je vous ai vraiment bien loupé pour cette partie du cadre légal. J'ai bien voulu que les experts du domaine les plus adaptés puissent donner ces détails selon les régions. Mais alors, dites-moi, Frédéric, pour cette partie d'accessibilité et digitalisation, comment rendre les leasings vraiment accessibles aux très petites entreprises, artisanats ou populations dans les zones rurales ou informelles? Oui. Pour rebondir peut-être sur le sujet d'avant, et alors mes confrères sont beaucoup plus experts que moi sur le marché africain. Si je fais un parallèle avec l'Europe, avec la France, les contraintes sont un peu les mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on a un régulateur qui est très présent, très, 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 très présent. Et ça n'a pas empêché malgré tout le leasing de se développer sous toutes ses formes, que ce soit de la LLD, de la LOA, du crédit bail immobilier également. On en a partout aujourd'hui, en France notamment. Il n'y a pas une seule publicité sur un véhicule qui se fait avec un taux de crédit. Non, ça va se faire avec l'affichage du loyer que vous allez payer tous les mois. Les banques ont principalement contourné les difficultés que vous avez citées, hein, que faire des véhicules quand on est sur de la LLD, voilà, une banque, c'est pas une société qui sait acheter des véhicules. Elles ont principalement créé des filiales spécialisées. On les connaît tous, hein, du LeasePlan, du Arval. Et aujourd'hui, on voit bien que l'activité leasing par rapport au crédit conso classique est complètement inversée. Vous avez, sur l'achat de véhicules notamment, qui représente une grosse partie de la LOA, vous avez 80% du marché qui se fait en leasing, contre 20% à peu près en crédit conso. Donc le régulateur, actuellement, depuis la fin d'année dernière, là, a mis en place une nouvelle réglementation, justement pour éclairer le consommateur. Parce qu'aujourd'hui, le leasing est un financement qui a un certain coût. Et c'est vrai que dans les concessions, dans le différentiel comparatif entre un crédit conso et une LOA, c'est pas très clair. Donc aujourd'hui, c'est une obligation. Donc, bien sûr que le marché africain est régulé, mais ces régulations sont à peu près les mêmes que celles que nous avons. Et je pense qu'il y a vraiment ce potentiel de marché en trouvant les bonnes solutions au travers de partenariats avec des métiers un peu connexes qui feront que le leasing va se développer sur le continent. Et du coup, Sony, j'ai oublié votre question. Ma question, c'est de savoir comment rendre le leasing vraiment accessible aux très petites entreprises, artisanats, aux populations dans les zones rurales ou dans le système informel. Ouais, je le disais tout à l'heure, hein, c'est premièrement la digitalisation, ça c'est important. On voit bien, hein, la densité d'agences bancaires n'est pas la même que sur certaines zones en Europe. Donc
vraiment, ce canal de diffusion doit être le plus efficace possible. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba du développement pour toucher justement ces populations. Et puis derrière, il va falloir aussi, une fois qu'on les a touchés, c'est les garder. C'est-à-dire être capable d'estimer avec eux le risque. Le risque est une notion importante pour un financeur, que ce soit un financeur avec la société de Jean-Claude ou que ce soit une banque traditionnelle telle que M. Dupont nous l'a décrit. Cette anticipation du risque, cet accompagnement du risque sera une clé importante de la réussite de cet onboarding en fait, de ces populations débancarisées. Donc, il faudra vraiment qu'il y ait des moteurs de risque. Et là-dessus, on n'en a pas beaucoup parlé, ce n'était pas trop le sujet aujourd'hui, mais l'intelligence artificielle peut faire des choses intéressantes sur non pas constater le risque, mais l'anticiper, c'est-à-dire mieux le prévoir. Euh, et voilà pour moi les deux sujets. Donc, encore une fois, c'est le canal, c'est aller toucher la personne et surtout veiller à ce que ça ne la mette pas dans une situation de risque financier. Très bien, merci. Merci à vous, Frédéric. À vous, Jean-Louis, dis-moi, comment le leasing peut vraiment être accessible, je vais dire, pour le TPE comme le PME, surtout dans les zones rurales? Dis-moi. Euh, je ne parlerai même pas au futur, mais je parlerai au présent. Le leasing est déjà accessible et comme je disais tantôt dans mes propos introductifs, je pense que c'est intéressant aussi de dresser très rapidement, ne vous inquiétez pas, un panorama de ce qui existe aujourd'hui et de ce qui marche bien. On parle de différents secteurs d'activité finalement qui sont concernés. Je vais faire un petit focus peut-être dans quelques secondes sur l'énergie solaire décentralisée parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur exemple en fait finalement de leasing qui existe. Mais on a parlé d'automobile et de mobilité. C'est très important finalement pour des personnes qui sont chauffeurs de taxi de pouvoir avoir une solution qui leur permet de préfinancer et ensuite de pouvoir rembourser. On a besoin du leasing, notamment dans tout ce qui va être équipement agricole, équipement industriel, dans l'électronique grand public. On n'en parle pas, mais c'est en train d'arriver, bien évidemment, dans le domaine de la santé, pour pouvoir acquérir du matériel médical qui coûte des montants assez élevés, même dans l'éducation. Mais si je fais un petit focus sur l'énergie solaire décentralisée, parce que je pense que sur le marché africain aujourd'hui, et notamment sur l'Afrique, en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, etc., on a vraiment un domaine du solaire qui est aujourd'hui le meilleur exemple en fait, de ce qui marche aujourd'hui en termes de leasing. Vous savez, un pays comme la RDC a à peu près entre 85 et 100 millions d'habitants, avec un taux d'électricité de moins de 20%, de 18%. Donc la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour des personnes, et quand je parle d'accès à l'électricité, ça concerne à la fois les ménages, mais ça concerne l'entrepreneur individuel, ça concerne la TPE, la PME, ça va du coiffeur au bord de la route à quelqu'un qui fait une activité un peu plus importante. Et donc, il y a certains acteurs qui ont pensé le problème en avance. On a M-Kopa notamment au Kenya qui a innové en se disant comment est-ce qu'on va permettre aux personnes qui sont exclues de l'accès à l'électricité de pouvoir acquérir en fait du matériel qu'il soit, comme on appelle les picots, donc ça peut être à la fois de la petite lampe solaire à ce qu'on appelle le SHF, donc le Solar Home System, donc des dispositifs qui vont permettre de pouvoir équiper un lieu, qu'il soit un lieu de travail type salon de coiffure, qu'il soit un domicile privé d'équipement. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait parce que ces équipements coûtent relativement cher et si on les vend upfront aux clients, il n'aura pas les moyens de pouvoir les acquérir. Ils ont fait du leasing, sachant que justement on parlait de l'importance de la data. La data, ils l'ont parce qu'ils travaillent notamment avec les gens qui, au quotidien, utilisent la data et sont capables plutôt de capter la data du client africain. Il s'agit des personnes qui sont notamment les opérateurs de télécom et les opérateurs de mobile money, parce que si on parlait de taux de bancarisation qui reste relativement faible, aujourd'hui, le taux de pénétration du mobile money ou le taux d'équipement en matière de téléphonie mobile
il est pratiquement à 100% sur l'ensemble de la population africaine. Eux, ils disposent de la data et donc ils seront capables de prêter avec des options d'achat ces équipements-là, ces équipements solaires, notamment, je parlais des Solar Home Systems, hein, donc les systèmes domestiques autonomes qui vont permettre à des gens aujourd'hui de pouvoir installer une ampoule, deux ampoules, trois ampoules à l'intérieur de leur domicile et de pouvoir rembourser mensuellement par le canal du mobile money. L'avantage en plus de l'opérateur de mobile money, c'est qu'il sait que le client utilise au quotidien. Il sait déjà qui utilise, j'en parlerai un peu plus tard, mais il sait que dans tous les cas, le client aura besoin de son wallet Orange Money, de son wallet M-Pesa pour pouvoir transacter au quotidien, que la transaction soit du peer-to-peer transfert comme du paiement marchand. Donc, ils sont capables de pouvoir collecter l'argent et de construire un score de crédit aux clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont évolué au fil du temps. Ils ne sont pas restés sur la question de pouvoir simplement permettre aux ménages ou aux TPE de pouvoir accéder à l'électricité, donc j'ai envie de dire à la lumière. Ils ont développé toute une gamme de produits solaires, mais qui vont de la télévision, qui vont du rasoir électrique qui fonctionne avec du solaire, qui va du ventilateur qui fonctionne avec du solaire, qui va même au réfrigérateur qui fonctionne avec du solaire. Aujourd'hui, sur tout l'ensemble du marché africain, vous avez des acteurs Orange Énergie, Baobab Plus, M-Kopa, j'en ai parlé, vous en avez énormément, qui ont aujourd'hui dans leur liste de produits tous ces équipements-là qui vont permettre aujourd'hui aux TPE, aux PME africaines qui sont soit dans des zones qui sont faiblement accessibles en termes d'électricité ou pas du tout, d'ailleurs complètement exclues, de pouvoir continuer d'opérer leurs activités économiques et de pouvoir faire du leasing notamment pour pouvoir rembourser l'ensemble de ces équipements-là. Et donc, je disais, c'est vraiment quelque chose de Et pour très finir, intéressant Jean-Louis, finalement. pour les temps, Allez-y, c'est vrai que j'ai vous beaucoup pouvez trop à dire. chuter. Je ne vous ai pas coupé, je voulais que vous puissiez chuter. OK, mais à côté de ça, comme je disais, là, j'ai donné cet exemple, mais bien sûr, on parlait de banques. On a, par exemple, en Côte d'Ivoire, NCA Bank qui a des partenariats avec CFAO, qui sont notamment dans l'automobile, qui vont permettre notamment de faire du leasing. On a des acteurs qui sont opérateurs télécoms qui vont faire parfois des partenariats avec des acteurs bien connus de l'électronique mondiale comme Samsung, qui vont développer aujourd'hui des systèmes de leasing, parce qu'on parle aussi d'équipements électroniques, qui vont développer des systèmes de leasing qui vont permettre aux clients de pouvoir acquérir, par exemple, un téléphone mobile, un smartphone en leasing qui paye régulièrement. La question à se poser, bien sûr, que tout le monde se pose, c'est comment est-ce on réagit si jamais le client arrête de payer? Ben, à l'intérieur de tous ces dispositifs dont j'ai parlé, qu'ils soient Solar Home System, qu'ils soient télévision, qu'ils soient smartphone, il y a des dispositifs qui permettent de verrouiller l'usage de l'appareil si jamais le client arrête de payer, bien entendu. Et dès que le client va top up son compte Mobile Money ou autre, on va réussir à prélever l'argent. Et c'est de cette façon, finalement, qu'on crée tout un univers, j'ai envie de dire, alternatif pour permettre au leasing de continuer d'évoluer auprès notamment d'une population qui est faiblement bancarisée ou qui est complètement exclue du système traditionnel, sachant que, bien entendu, pour les acteurs qui sont inclus dans le système traditionnel, qui sont clients des banques aujourd'hui, on a tout un tas de dispositifs qui peuvent exister aujourd'hui, qui vont permettre de répondre à leurs problématiques en matière de leasing. En quelques mots, c'est très difficile pour moi de réduire tout ce qui peut se passer en quelques mots, mais voilà un peu ce que je voulais dire. Merci Jean-Louis pour ces détails. J'ai vu Dupont lever la main depuis très longtemps. Dis-moi, je vous donne rapidement la parole pour essayer de rebondir sur cette problématique et me dire en même temps, parce qu'il faut l'évoquer, la stratégie ou la vision globale, je prends particulièrement pour le cas de votre banque, sur la digitalisation des parcours de financement, notamment via les leasing digital. Vous avez la parole, Dupont. Alors oui, je te remercie. Alors, très concrètement, pratico-pratique, une couturière, un menuisier, un petit maraîcher n'ont pas accès au leasing classique en réalité. Il faut donc des produits, je pense, ultra simples, peu coûteux et accessibles sur mobile. On prend un petit cas, la machine à coudre avec un loyer de 10 000 francs par mois pendant 24 mois avec option d'achat. À la fin, pas de papier, pas de dossier, mais un enregistrement via mobile
un scoring qui est basé sur l'historique des paiements mobile money. Voilà. Autre levier, par exemple, de travailler avec des groupements d'artisans, de coopératives, d'associations. Cela permet de mutualiser le risque et de créer comme ça un effet d'échelle. Et surtout, de communiquer. Alors là, c'est la problématique que nous avons et je félicite cette initiative de conférence qui contribue à la vulgarisation de cet outil formidable qu'est le leasing. Mais il faut communiquer davantage au niveau des pays, au niveau des États et la formation également. Beaucoup de TPE, très petites entreprises et même des PME ne connaissent pas le leasing. Il faut donc aller vers elles, vulgariser, rassurer et accompagner. Pour la dernière question concernant la digitalisation du leasing, oui, la digitalisation est vue comme un accélérateur de rapidité et de réduction de coûts. C'est elle qui peut démocratiser réellement le leasing. Imaginez une TPE fait sa demande en ligne, sélectionne le bien sur une plateforme, soumet ses pièces numérisées, signe de façon électronique son contrat et paye par mobile. Tout cela sans se déplacer. Eh bien, des modèles comme cités par Jean-Louis de M. Copa en Afrique de l'Est le font déjà pour des motos, des panneaux solaires. Ce modèle est transposable chez nous en Afrique centrale et donc sur les fintechs locales ou internationales pour l'appétence à nos populations digitales. Le Congo, c'est à peu près 6 millions d'habitants, 75% sont des jeunes et on a plus de 85% de taux d'équipement en smartphone. Ce qui fait que la digitalisation est bien ancrée, on peut l'utiliser comme étant un vecteur d'accélération. Nous allons réussir le leasing sur le micro-leasing en investissant dans la technologie, en nouant des partenariats avec des fintechs, des startups et en s'appuyant sur des opérateurs telco pour la couverture mobile. Voilà ce sur quoi, je pense, nous devons faire. Alors, encore un problème de connexion avec Dupont. Ah, je comprends. La problématique non seulement de l'using, voire même de taux de bancarisation, on a même un grand problème aussi des taux de pénétration d'Internet. Bon, ça, ça arrive à tout moment. Alors, je vais vous prendre, vous, Jean-Claude, peut-être avant de finir avec Madame Frédéric, puisque vous êtes un opérateur de la tech appliquée à la mobilité, j'allais dire. Comment la digitalisation a-t-elle transformé votre modèle de leasing? Ouvrez votre micro, Jean-Claude, c'est fermé. Alors, à la base, MojaRide a démarré comme une plateforme digitale pour faciliter l'accès aux options de transport non conventionnelles. En Côte d'Ivoire, c'est les minibus, c'est les taxis communaux, etc. Donc, nous sommes de façon native une plateforme digitale. Je pense que la digitalisation, le premier programme que nous avons réussi à monter, nous sommes partis du fait que avec la digitalisation donc des paiements pour ce type de transport, on avait de la donnée. Donc, nous sommes allés exposer ces données à un partenaire bancaire pour dire, ben, écoute, moi j'ai 200 chauffeurs qui me payent chaque jour, qui collectent l'argent à travers moi, et voici ce qu'ils ont. Donc, c'est des gens qui, par jour, collectent au moins 50 000 francs. Donc, si on met en place un produit, un crédit, on a 2 années de données où nous avons payé régulièrement, où on a collecté régulièrement pour eux au moins 35 000 francs par jour. Donc, le risque qu'ils ne vont pas payer existe, mais sur 3 ans, on a pu observer qu'ils nous payent, par jour, on collecte ce montant pour eux. Donc, la digitalisation a permis de quantifier ce risque-là pour le partenaire bancaire. Pour dire, ben, écoutez, voici ce que ces gars sont capables de collecter. Donc, sans la digitalisation, nous n'aurions pas pu faire cela. Première chose. Mais deuxième niveau de digitalisation, c'est que à partir du moment où on collecte l'argent de façon digitale, le paiement, tout le circuit devient digitalisé, ça crée de la transparence et de la visibilité pour tous
les acteurs, tous les partenaires de l'écosystème. Donc, la digitalisation, pour nous, c'est le levier qui permettra au leasing vraiment de devenir mainstream en créant, en créant de la transparence pour tous les acteurs. On pense que tous les risques que les banques ou même les régulateurs aujourd'hui essaient d'encadrer étaient liés en partie, en tout cas pour ce qui me concerne, à un manque de visibilité sur l'écosystème. Donc, dès lors que la digitalisation permet d'avoir de la transparence, je pense que même les banques deviennent un peu plus souples quand elles peuvent recevoir les flux domiciliés dans leur compte bancaire chez eux chaque jour. Donc, Très bien. voilà. Donc, la digitalisation, pour nous, c'est ce qui fait qu'on existe. Donc, il n'y a pas d'option alternative. Et si on veut que le leasing devienne un produit mainstream, accessible à tous, il n'y a que les canaux digitaux qui peuvent permettre de le faire. D'y accéder. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour ces détails et cette précision d'associer le digital dans tout processus de bancarisation. Alors, Madame Frédéric, c'est pour finir nos échanges autour de ces 3 axes prévus pour cette thématique. Je m'en vais savoir, en tant que Xloan, parce que vous misez plus sur le plateforme digitale, comment mesurez-vous leur efficacité auprès des populations non bancarisées? Alors, aujourd'hui, on n'a pas, nous, Xloan, comme je l'ai dit en introduction, hein, on démarre juste notre implantation sur le continent, africain. Ce qui est sûr, et on est tous d'accord pour le dire aujourd'hui, c'est que le fait d'avoir une plateforme aujourd'hui qui intègre ces canaux digitaux en marque blanche pour les mettre à disposition des financeurs et ou qui est capable d'interagir avec les canaux de distribution existants des banques, c'est indispensable. Aujourd'hui, sans ça, de toute façon, on n'arrivera pas à aller développer ce type de financement. En revanche, j'ai retenu avec beaucoup d'attention ce que nous a dit M. Dupont. Un point important, c'est que je note que avant d'avoir les moyens de le faire, il faut que le tissu de PME connaisse ce moyen-là. Et ça, je pense qu'il y a un travail important à faire de faire connaître en fait ce mode de financement, ses avantages. Il y en a beaucoup, hein, notamment pour une entreprise. Et il y a certainement un travail de vulgarisation de ce mode de financement pour pouvoir faire en sorte qu'il se développe. Donc, nous, en tous les cas, et c'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui ici, hein, on est convaincu que le mouvement sur le leasing qui s'est produit en Europe, en France, est en train de se développer et va se développer de manière exponentielle sur le continent africain, euh, avec une digitalisation plus forte que ce qu'on a, nous, en Europe. Parce qu'évidemment, on a un réseau d'agences qui est beaucoup plus dense, donc les habitudes sont un petit peu différentes. Donc, sur le continent africain, c'est important de partir directement en privilégiant ces canaux. Merci, Frédéric, pour ces précisions. Et donc, merci à mes différents panélistes pour ces échanges de très haut niveau. Je m'en vais ici remercier tour à tour M. Dupont et lui depuis les Congo, qui est donc le directeur transformation et excellence opérationnelle de BCI Congo. Nous avons eu le privilège aussi d'avoir Jean-Louis Traoré, qui est associé d'une agence consulting. Une agence est aussi au Congo avec Landry, je me rappelle. Nous avons également Frédéric Boyer, notre hôte, je vais dire de marque. Elle est directrice associée de Xloan. Et Jean-Claude Gosset, qui est dans le secteur de mobilité, qui a eu le plaisir de partager son expérience et surtout ses arguments ont été encore beaucoup plus, je vais dire,
impliqué pour ces échanges. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention très particulière. On a été au-delà de 100 personnes durant ces moments. Mais avant de finir, je vais quand même aborder cette partie de questions-réponses avec le public. Est-ce que peut-être la régie, du côté Kadidia, peuvent m'aider à faire monter 2 ou 3 personnes qui aimeraient poser des questions? Mais bien avant qu'ils soient vraiment alignés, je vais lire 2 ou 3 questions que je retrouve dans la rubrique questions-réponses. Ça permettra à mes intervenants de bien pouvoir justement les explorer. Alors, Monsieur Alphonse Samoukou m'écrit en disant comment les institutions financières peuvent-elles adapter leur offre de leasing aux réalités de PME africaines? Entendu que le reproche principal, ou bon, ça va, le reproche principal fait de cet outil de financement c'est son coût élevé, mais aussi en ce qui concerne la PME elle-même, l'absence des documents comptables ou juridiques fiables constitue également un frein majeur. Alors, cette question, j'aimerais bien donner la parole à Jean-Louis, probablement, justement pour essayer de l'explorer vite fait en l'espace de 2 minutes, s'il vous plaît, Jean-Louis, et Très bien. je prendrai une deuxième. Je pensais qu'on allait donner la parole au banquier. Je dirais, il y a un sujet on n'a pas abordé, mais qui permet de répondre à la question, hein. Notamment, il dit à la fin de sa question qu'il y a un manque de documentation comptable, notamment. Et c'est là où, en fait, les modèles qui ont émergé sur le marché africain sont très intéressants. Il y a 2 types de data qu'on va analyser pour pouvoir scorer le client et pouvoir définir s'il est capable de pouvoir rembourser son crédit. Il y a à la fois ce qu'on appelle les données, des données traditionnelles, hein, c'est tout ce que vous savez que la banque va utiliser comme données sur l'exploitation que le client fait de son compte bancaire pour pouvoir définir s'il est capable de rembourser. Mais que fait-on justement de tous ces acteurs, donc, comme on a dit, qui n'ont pas soit de compte bancaire, qui n'ont pas de documentation? Et c'est là où la technologie et l'usage notamment de données dites non traditionnelles sur le marché africain a permis de pouvoir innover et de néanmoins scorer le client. Aujourd'hui, savez-vous que justement, lorsqu'on peut accéder à votre compte de mobile money, ça veut dire l'opérateur est capable de savoir quel est le montant que vous recevez journalièrement ou quotidiennement, quel est le type de transaction que vous faites sur le compte de mobile money, quels sont les montants de transactions que vous faites. Ça va permettre de scorer le client. Lorsqu'on a dans la boucle un opérateur télécom, il va en plus utiliser toutes les données d'usage simplement de téléphonie pour pouvoir scorer. Il y a des modèles statistiques et mathématiques qui permettent de dire, par exemple, que le client dont on a détecté qui passe des coups de fil tous les jours ou qui top up son airtime de tel montant, on est capable de définir son niveau de crédit ou de son score, tout simplement parce qu'on va pouvoir le différencier par rapport à la moyenne de la population. L'opérateur de téléphonie, il est capable de savoir si je me place à Abidjan ou à Kinshasa, il est capable de savoir qu'en plein milieu de la journée, vous êtes à l'immeuble ITC ou vous êtes en plein centre du plateau et qu'à la fin de la journée, vous passez toutes vos soirées à la Riviera. Donc, ça veut dire pour lui que si vous travaillez au plateau et que vous dormez à la Riviera, ça veut dire que vous vivez dans un quartier relativement chic et que vous travaillez dans un endroit relativement élevé. Et donc, toutes ces données-là vont permettre en fait de pouvoir à la fois utiliser des données traditionnelles, des données non traditionnelles, de pouvoir joindre les 2 bouts pour pouvoir scorer. Et au fil du temps, notamment, les acteurs évoluant, les marchés se déployant et les modèles s'ajustant, justement, on est capable aujourd'hui de définir un score de crédit bien au-delà simplement des données traditionnelles classiques qui sont le montant de ton salaire ou les virements que tu reçois sur ton compte bancaire traditionnel. Et donc, c'est ce que les acteurs comme Xloan d'ailleurs et d'autres acteurs vont utiliser pour pouvoir permettre de scorer le client et de pouvoir définir que lui, malgré le fait qu'il est complètement exclu du système financier, il a de l'argent. On sait que nos économies sont fortement cash-based et tout le monde, tous ceux qui ont fait les tontines aujourd'hui ou qui vont discuter avec les commerçants savent qu'il y a énormément d'argent dans l'économie qui circule pour l'instant, en tout cas beaucoup en cash
et demain de façon digitalisée, mais la technologie notamment et intégrer des acteurs tels que Xlone et d'autres fintechs dans la boucle aux côtés des acteurs traditionnels permet de mieux définir un score de crédit et pouvoir avoir accès à tous ces outils qui étaient par le passé complètement inaccessibles à ce type de clients. Merci. Merci Jean-Louis pour ces détails. Je prends la deuxième question. Est-ce que Khadija peut m'aider? J'ai vu 3 mains levées à faire monter les trois, je vais dire, auditeurs qui aimeraient bien poser la question, mais bien avant qu'ils puissent prendre parole, je vais encore lire une deuxième question. C'est de la part de Madame Rose Mavungu. Oui, Mavungu, ça doit être camerounais peut-être. N'hésitez pas des fois aussi de proposer, d'écrire votre pays. Alors, du coup, Rose dit merci pour ces éclairages, une réflexion que je me fais en Afrique centrale. On observe que la viabilité du leasing dépend beaucoup de la flexibilité des contrats et de l'accès digital. Est-ce que vos stratégies vous anticipez de leviers d'adaptation, par exemple, sur une durée des contrats ou des canaux numériques dédiés aux petites structures nouvellement bancarisées? Cette question qui aimerait bien répondre. Je peux la prendre. Je pense Oui, vas-y. que 2 minutes, s'il Madame vous plaît. Rose, oui, je vous remercie bien. Je pense que Madame Rose Mavungu serait du Congo-Brazzaville, parce que les Mavungu sont plutôt connus par ici. Alors, pour sa question en termes de flexibilité, je coupe la caméra parce que je pense que la connexion n'étant pas bonne, mon flux Ok. également n'est pas bon. Alors, donc, la flexibilité des contrats, on peut les obtenir plus efficacement, notamment avec tout ce qui va être micro-leasing. Donc, des petits, sur des petits équipements, des durées adaptées à la capacité de remboursement du client, qui sont en fait des loyers. Et donc, on peut aussi tenir compte de ce qu'on appelle, et c'est là l'originalité du leasing, tenir compte des moments de saisonnalité du, du client, donc du locataire du bien, et bien tenir compte pour lui faire, par exemple, des moments joker où l'on bloque les loyers pendant 2, 3 mois et reprendre quand son activité reprend. Oui, il est tout à fait possible de pouvoir adapter le contrat de leasing avec flexibilité en fonction de la capacité de remboursement du client. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de tester, j'y étais il y a quelques mois, en train de tester le fait de pouvoir évaluer l'historique des transactions mobile money afin de pouvoir faire des crédits ou des microcrédits à des clients, notamment du micro-leasing. Eh bien, cette approche-là est également intéressante à prendre dans le cadre du micro-leasing en accompagnement avec les fintechs et les telcos. Bon, on a encore été coupé, mais je pense que l'essentiel de ce que j'ai dit a été On compris. vous a bien entendu, monsieur Dupont. Oui, on vous a bien entendu. Yeah. C'est notre animateur qui a un petit souci cette fois-ci. Les réalités du marché africain. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a un acteur au milieu de l'écosystème, les telcos. Si la couverture réseau n'est pas bonne, ça va être très compliqué à développer. Et puis Jean-Louis, il y a aussi toute la problématique de la protection des données à caractère personnel. De plus en plus de réglementations sont en train de sortir qui protègent les données des consommateurs, faisant que les telcos, pour faire du profilage, doivent avoir le consentement et ça peut limiter, ça peut être également un frein à l'essor des links entre les banques, les telcos. Exactement.
Sachant que effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que dans les contrats, il y aura un besoin que le client donne son consentement pour pouvoir partager sa donnée, parce que Exactement. entre Exactement. l'entité telco et même le service de mobile money ou le Oui, service de mobile money du même telco, ce sont deux entités maintenant très souvent complètement exactement. différentes. Et Totalement, donc totalement, l'une totalement. théoriquement n'a pas le droit de partager la donnée à l'autre. Donc, quand on rajoute Oui, d'autres c'est acteurs ça. également dans la chaîne de valeur, il faut pouvoir prendre ça en compte. Il y a la thématique aussi de l'éducation. On a parlé de Long communication, mais il y a terme. également un gros éduquer la population parce que sur ce nouveau type de produit, les clients parfois s'engagent dans des actions dont ils n'anticipent pas ou dont ils n'ont pas forcément très, très, très souvent été éduqués sur les conséquences d'un non-remboursement. Donc, il y a un gros travail aussi d'éduquer la population sur l'engagement dans son entièreté, donc le bénéfice et également le risque qu'il prend à éventuellement ne pas rembourser. Merci. Et là, il y a souvent la problématique de savoir qui porte ça. Est-ce les États, est-ce les agences de régulation ou est-ce les banques ou bien est-ce les acteurs pour pouvoir faire cette éducation financière-là? C'est une Exactement. thématique qui actuellement est en cours puisque ça coûte de l'argent. Très bien. Merci. Merci. Exactement. Merci, très cher Jean-Louis et très cher Dupont pour ces détails. La dernière question, c'est de la part de M. Marcel. Il veut savoir quels sont les leviers clés pour maximiser l'impact du leasing sur l'inclusion financière en Congo. Au Congo, bon, c'est normal. Voilà. Il pose cette question. Quand on parle du Congo, on va directement à Dupont. Vous avez la parole. Oui, oui. Et c'est mon frère qui pose la question. Salutations, Marcel. Alors oui, donc le leasing ne doit plus être vu comme étant juste un produit de niche. On vient d'aborder pour pouvoir polliniser cette approche-là, ce financement alternatif. Il faut énormément faire de la sensibilisation. Le produit doit être connu. Il faut faire de l'éducation financière vis-à-vis des populations. Mais surtout, il faut des conditions que je pense d'écosystèmes favorables, notamment les telcos doivent accompagner en termes de réseau, les fintechs pour apporter des solutions en termes de digitalisation et également les banques rendent plus accessibles les produits. C'est à mon sens, tous ensemble, que cela va se faire. Banquiers, fintech, institutions, pour bâtir un écosystème de leasing qui répondent vraiment aux besoins de terrain. Bien. Merci beaucoup, Exactement. Dupont. En tout cas, c'est la dernière. C'est vraiment la dernière question que je vais donner, que je vais lire, et je donnerai la parole probablement, si elle souhaite, bien sûr, Madame Frédéric. Malheureusement, le monsieur c'est Armel Alavo. Malheureusement, les questions d'éducation financière et digitale doivent être abordées avec beaucoup de franchise. Qui fait quoi? Qui finance les actions d'éducation financière? Qui sont ceux qui en bénéficient? Bon, vous avez la parole. Qui souhaiterait prendre la parole? Je ne vais pas pointer directement une personne. On vient juste d'en parler, hein. Je pense que M. Dupont en a On a parlé. apporté. Donc c'est typiquement en fait ce qui vient de dire que la personne dit en fait. Très bien. Et donc, merci. C'est par ici que nous allons clore cette série de questions-réponses. Merci à l'ensemble des intervenants pour la qualité d'échange. Je cite et je rappelle encore leur nom. Vous pouvez les suivre encore même sur les différents réseaux sociaux, particulièrement sur LinkedIn. Ils sont bien présents. Nous avons M. Dupont Ebloui qui nous a fait plaisir de partager son expérience, mais aussi sa pensée sur cette problématique de leasing et inclusion financière, levier d'accès au financement pour tous. Merci Dupont pour cette participation. À vos côtés, nous avons eu le plaisir d'avoir Jean-Louis Traoré, un très bon argumentaire sur toutes ces problématiques de leasing. Merci Jean-Louis encore une fois d'avoir été des nôtres. Et donc, Merci à vous. à Merci à vos vous. côtés, nous avons eu le plaisir d'avoir mon très cher de la mobilité, je cite Jean-Claude Guesset, qui nous a fait plaisir d'aborder vraiment toutes ces thématiques en lien avec la partie mobilité, la digitalisation avec beaucoup de pertinence. Merci Jean-Claude encore une fois. J'espère que vous êtes en Côte d'Ivoire, parce que vous avez bien fait la publicité des Côtes d'Ivoire ici.
Non, alors, je suis présentement à Washington, mais je Ok. veux dire merci aux organisateurs pour la qualité de ce panel. Et je pense que j'en profite pour dire que, ben, écoute, Je Frédéric, voulais vous donner la parole pour la fin. Vous allez peut-être les remercier. ok, merci, pas de souci. Merci beaucoup. Et vraiment merci à Madame Frédéric, notre hôte de marque, pour cette disponibilité. Quand Non, je non, dis hôte, c'est c'est parce que vous avez porté ces projets et nous avons bien échangé et ensemble, on a exploré ces thématiques. Alors, chacun une minute, un petit mot de fin. oui, non, je voulais vraiment remercier chacun Madame d'entre Frédéric, vous. j'aimerais que vous soyez la dernière. Ah, Je vais d'accord. commencer avec Jean-Louis. Ben, Jean-Louis, Non, non, juste pour remercier chacun des intervenants. J'ai vraiment apprécié de pouvoir discuter avec chacun d'entre vous, que ce soit le partenaire X-Loan, que ce soit Monsieur Dupont en tant que banquier, que ce soit Jean-Claude que je suis depuis le début de Moja Rights et que je suis ravi d'avoir autour de ce panel. J'ai été, moi, en tout cas, honoré de pouvoir échanger avec des intervenants de si grande qualité. Et en tout cas, ça sera au plaisir. Je pense qu'avec chacun des intervenants, on aura des interactions en dehors de ce cadre-là. Mais en tout cas, je vous remercie. À vous également, Sony, d'avoir pu animer avec brio ce panel et à toutes les personnes qui ont pu nous suivre du début jusqu'à la fin. merci Jean-Louis. Jean-Claude. merci de Jean-Louis à Jean-Claude. Heureux d'être sur ce panel. Je pense que Sony, merci pour avoir géré avec brio ce panel. Et surtout aux organisateurs, je pense que, il y a une complémentarité entre les acteurs. Et je pense que au sorti de ce panel-là, on devrait techniquement avoir un projet Comme, voilà. X-Loan, Oui, Banque au oui. Congo et puis peut-être Jean-Louis Mojaray. Ben, merci encore, c'était un plaisir d'être sur ce panel. Merci Jean-Claude. Dupont, Merci. une minute. Oui, je tiens à remercier très sincèrement les organisateurs de cette conférence et pour m'avoir permis donc de partager ce moment d'échange autour d'un sujet aussi stratégique que le leasing dans nos économies africaines. Remerciements également aux membres du panel que je découvre et de très bonne qualité, dont les interventions ont apporté des éclairages précieux, des perspectives complémentaires et surtout des pistes d'action concrètes pour bâtir ensemble un écosystème de financement plus inclusif. Que nos discussions, c'est un vœu que je formule, que nos discussions ne restent pas dans cette salle ou sur l'enregistrement, mais qu'elle alimente des décisions, qu'elle se poursuivent sur des réseaux sociaux quand on se partage des contacts, car l'enjeu n'est pas seulement d'innover financièrement, répondre aux besoins concrets de ceux qui créent de la valeur, souvent dans la discrétion, mais toujours avec courage. Donc, merci à tous ici présents, merci aux participants pour votre écoute, pour votre attention, et c'est ensemble que nous allons faire bouger les choses. Merci infiniment. Merci, Dupont, merci. Le travail maintenant de créer un écosystème fort, surtout ces liens entre ces acteurs vraiment de haut niveau, c'est vraiment le travail que nous avons toujours souhaité de One Africa et voilà, créer cet écosystème autour de différents événements, non seulement en ligne, mais aussi en présentiel. Ça permettra de créer un réseau fort des acteurs clés de l'inclusion financière. Et pour finir, Madame Frédéric. Pour finir, je redirai ce que j'ai dit en introduction. Le continent africain est en train de reprendre son orientation financière en main. Et ça, c'est important parce que c'est vous-même qui connaissez votre marché. C'est vous-même qui êtes à même d'être au plus près. Moi, j'ai adoré nos échanges et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, c'est vous qui êtes au plus près, en fait, des besoins de vos pays sur ce type de financement. Et ça, c'est intéressant. Euh, on a compris, nous, qu'il y avait une bulle d'oxygène qui s'ouvrait actuellement sur le marché africain, que les acteurs d'aujourd'hui doivent l'anticiper, doivent plonger dedans parce que ces nouveaux modes de financement, il ne faut pas passer à côté quand on voit tous les impacts positifs qu'elles peuvent avoir sur les différentes populations. Donc nous, on est
Évidemment, ravi d'avoir participé à cet échange, ravi de voir aussi le nombre de participants et donc tout l'intérêt que cela suscite. Et comme le disait Monsieur Dupont, je souhaite également qu'une chose, c'est qu'on puisse se revoir dans un an et qu'on puisse se dire voilà ce qu'on a fait depuis un an. Parce que voilà, Merci. il faut une trajectoire. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces mots de remerciement, mais aussi et surtout un vœu de voir quand même ces discussions amener quelque chose de plus concret dans ce sens. Et donc, je vous remercie, très chers intervenants. Je m'en vais remercier l'ensemble de participants, surtout pour la qualité de votre, je vais dire, de vos questions tout d'abord. Et pour ceux même qui n'ont pas pu avoir la possibilité de poser directement des questions, désolé. Et donc, vous devriez bien évidemment le laisser sur la plateforme. Et ils reviendront toujours, c'est enregistré, justement pour entrer en contact avec les personnes concernées et voilà, répondre de manière beaucoup plus claire. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc par ces mots que nous allons clôturer notre webconférence dédiée au leasing et inclusion financière, un levier d'accès au financement pour tous. Nous avons eu le plaisir d'avoir ces intervenants de renom et je remercie donc, moi, pour mon côté, les organisateurs, notamment One Africa Forum, un partenaire de confiance, mais aussi Xloan qui s'impose et qui va vraiment s'imposer sur le marché africain au travers de ces technologies leasing. Et donc, je vais remettre très agréablement la parole. Bien avant, d'ailleurs, je vais me présenter. Je suis Soline Gandou. Je suis en RDC et donc voilà, pour le compte d'Internet Society. Il y a un retour de votre côté, M. Dupont, mais toutefois, je remets la parole à Mme Khadija pour un mot de fin. Madame, est-ce que vous m'entendez pour clôturer? Madame Khadija One Africa Forum, est-ce que vous êtes là? Madame Khadija One Africa Forum, est-ce que vous êtes là, Ousmane? Très rapidement, s'il vous plaît. Ah, elle est là, donc. Elle s'était déplacée, mais elle est revenue. Elle est partout. Allez, vous avez la parole. Donc voilà, donc je vous remercie pour le temps accordé à cette web conférence et je pense que tout le monde a pu répondre à toutes les questions qui ont été posées par les participants. Et donc voilà, donc, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Recording stopped. Au revoir. Au revoir.